Salut, me revoici pour un point lecture. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai un peu plus de choses à vous présenter que d'habitude, puisque j'ai réussi à reprendre un rythme de lecture un peu mieux que ces dernières semaines. Donc, du coup, je vais commencer tout de suite, parce que comme j'aime bien parler beaucoup, voilà. Alors, tout d'abord, on va commencer par La vie secrète des arbres, donc de Peter Wolleben, que je vous présentais la dernière fois, que j'étais sur le point de commencer à lire et que j'ai donc terminé depuis. J'ai mis un certain temps à le lire quand même parce que en fait je prenais beaucoup de notes au fil de ma lecture vu que c'est une lecture pour les études, mais j'en suis venue à bout enfin. Et donc alors c'est un livre qui fait pas mal polémique comme je le disais la dernière fois, il y a des gens qui adorent et d'autres qui n'aiment pas du tout. Et donc j'étais assez curieuse de voir ça, de me faire mon propre avis dessus. Et ça a plutôt été une bonne surprise pour moi personnellement. En plus, l'édition illustrée a vraiment de très très belles photos. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc par exemple, à chaque fois, à chaque début de chapitre, on a une grande photo en double page comme ça. Et en gros, comme c'est dit sur la couverture, il y a plus de 150 photos à l'intérieur. Et bon, alors c'est pas essentiel à la lecture, mais ça l'agrémente quand même beaucoup. Parce que du coup, on voit bien enfin, on est bien dans l'ambiance, on voit bien ce dont l'auteur parle. Parfois, il y a aussi des dessins d'observation sur certains détails. Et ça, je crois que c'est celle que j'essayais de vous montrer la dernière fois, mais il n'y avait presque pas de lumière. Donc voilà, vraiment des très 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 belles photos. Du coup, j'aurais tendance à recommander l'édition illustrée. Et donc oui, pour moi, ça a été plutôt une bonne lecture. Alors ce livre reçoit beaucoup de critiques, notamment de la part des scientifiques, parce qu'il a été écrit par un monsieur qui n'est pas scientifique, qui est garde forestier, je crois. Enfin, je ne sais pas si on dit garde forestier ou juste forestier, je vous avoue que j'ai un doute. Mais bref, donc il n'a pas vraiment de formation en biologie, en sciences dures, on va dire, et qui a quand même écrit un livre sur les arbres, sur la botanique, etc., où il propose pas mal de théories, etc. Donc dans le milieu scientifique, ça n'a pas toujours été très bien reçu. En gros, les biologistes spécialistes du végétal sont souvent un petit peu méprisants par rapport à ce livre-là, parce que c'est vrai que l'auteur, dans la façon dont il présente les choses, a un ton qui est très 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 anthropomorphique, c'est-à-dire qu'il compare beaucoup les plantes avec les humains, il fait parfois des analogies en disant que les arbres sont amis entre eux et vont s'entraider par exemple, qu'ils ont de l'empathie les uns pour les autres, enfin des choses comme ça. Donc ça c'est des théories qui passent très très mal dans le milieu scientifique et c'est vrai qu'il a un vocabulaire qui n'est pas toujours très adapté. Genre par exemple, il y a un moment où il parle d'un arbre qui se fait attaquer par des insectes et qui émet une substance pour attirer le prédateur de l'insecte pour s'en débarrasser tout simplement. Et donc l'auteur dit une phrase du genre le prédateur va se faire une joie de venir aider l'arbre. Alors que non, le prédateur se fait pas une joie de venir aider l'arbre, il s'en fiche un petit peu de l'arbre, ce qu'il veut c'est juste manger les insectes quoi. Donc voilà, il y a parfois des formulations qui sont effectivement pas très justes et qui sont vraiment trop du point de vue humain. Donc je comprends dans ce sens-là que ça a pu pas mal énerver les biologistes. Et puis il y a aussi des moments où l'auteur propose des théories qui sont vraiment très très personnelles. On ne sait pas trop, en fait le problème c'est qu'il ne cite pas forcément toujours ses sources et donc on ne sait pas trop d'où il tire ses informations parfois. Est-ce que c'est juste des théories personnelles qu'il a inventées un peu comme ça tout seul, ou est-ce qu'il se base vraiment sur quelque chose de concret? Il y a aussi beaucoup de moments où il dit des études ont montré que, mais il ne dit pas quelles études, donc au final ça ne prouve pas grand chose. Donc voilà, il y a pas mal de petits aspects où effectivement on voit que c'est pas un ouvrage scientifique et donc c'est pas. On sent qu'il faut pas forcément prendre pour argent comptant tout ce qui est dit dans le livre et qu'il y a quelques approximations quoi. Mais malgré ça, moi j'ai bien aimé cette lecture parce que si on fait abstraction de ces détails que je viens d'expliquer, eh ben, j'ai quand même appris pas mal de choses et je trouve que l'ensemble est cohérent. Même si parfois il y avait des petites choses où je me disais bon là je suis pas très sûre, globalement je trouve que ça se tient. Le mec connaît quand même assez bien son sujet, ça fait des années qu'il travaille sur le terrain, il a peut-être pas fait de formation en biologie à un niveau universitaire, mais il a fait énormément d'observations sur le terrain, et ça aussi c'est quelque chose d'important quand même. Donc on sent que malgré tout, il connaît quand même pas mal son sujet, qu'il a fait des recherches, etc., qu'il n'est pas juste en train de sortir n'importe quoi.
Et donc voilà, globalement j'ai trouvé que ses propos étaient dans l'ensemble assez cohérents, que ce qui se disait ça se tenait assez bien finalement. C'était pas amené forcément toujours d'une façon très subtile on va dire, mais globalement je trouvais que c'était assez intéressant. Après on peut être d'accord ou pas avec ce qui est dit, mais voilà, je pense que c'est une bonne lecture à faire. Comme je le disais, j'ai quand même appris pas mal de choses parce que j'avais des connaissances de base en biologie végétale, mais après je m'y intéressais pas forcément plus que ça, donc il y avait quand même pas mal de choses que j'ignorais et que j'ai apprises dans ce livre, notamment à travers les anecdotes que l'auteur raconte sur des choses qu'il a observées en milieu naturel ou en milieu urbain. D'ailleurs, j'ai bien apprécié les chapitres qui parlent des arbres en milieu urbain, parce que c'est vrai que c'est un sujet que je connaissais pas spécialement. Comment se portent les arbres qui sont plantés dans les rues? C'était une question que je m'étais déjà posée parfois en marchant dans la rue, en voyant des arbres enfermés un peu comme ça dans le béton. Je me demandais si ça avait beaucoup d'incidence sur leur mode de vie. Et donc là, il y a des chapitres qui en parlent, donc ça m'a bien intéressée. Et puis, c'est un livre qui ouvre pas mal de perspectives, voilà, qui amène à réfléchir, qui amène à se poser des questions. Et donc, il n'apporte pas forcément toujours les réponses, mais déjà, je trouve que c'est une bonne base pour commencer à réfléchir, en fait. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment bien. Et donc, voilà. En conclusion, je dirais que même si on entend beaucoup de critiques de la part des scientifiques qui disent que c'est nul, que c'est juste un livre best-seller commercial et qu'il n'y a pas trop de substance, etc. Je pense quand même qu'il n'est pas si nul que ça. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien, malgré les petits défauts que j'ai pu énoncer. Et puis, je pense aussi que pas mal de biologistes qui font des critiques sur ce livre ne l'ont pas lu, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Il ne faudrait pas être non plus... Je veux dire, en même temps, je comprends leur point de vue parce que moi aussi, je suis très sensible à la véracité scientifique dans les livres. Mais en même temps, j'apprécie pas trop le fait de critiquer des livres qu'on n'a pas lus. Je pense qu'il faut aussi ne pas se montrer méprisant par rapport méprisant quoi d'une façon générale, et qu'il faut faire l'effort de lire les livres, d'aller voir les choses, de se faire son avis par soi-même, et parfois on a des bonnes surprises. Pour moi ça a été le cas avec ce livre, donc voilà, c'est plutôt une lecture que je recommande, et donc je recommande particulièrement l'édition illustrée qui est vraiment très belle, même si bon, évidemment elle est un peu plus chère, donc après c'est vous qui voyez. Voilà donc pour cette lecture de la vie secrète des arbres. Ensuite, après ça, je suis repassée sur une lecture plus loisir, et j'ai commencé une saga qui me faisait envie depuis quelques semaines, et je suis tombée sur le tome 1 par hasard en librairie et j'ai pas pu résister. Donc il s'agit de la saga Les Rois Maudits de Maurice Druon. Donc là c'est le tome 1, Le Roi de Fer, et donc c'est la saga qui aurait, d'après ce que j'ai compris, inspiré George R.R. Martin pour la série Game of Thrones. Donc moi j'ai jamais lu les livres Game of Thrones, j'ai regardé les 4 premières saisons enfin de la série télé, mais voilà, pas plus loin. Du coup j'avais très envie de découvrir en fait ce qui avait inspiré cette série, parce que je me disais que Les Rois Maudits m'intéresserait peut-être plus dans le sens où ça se passe dans la réalité, puisque là c'est pas de la fantasy, c'est vraiment du roman historique qui se base sur l'histoire de France. Et donc je me suis dit que l'aspect réaliste pourrait pas mal m'intéresser, parce que comme je l'expliquais dans une vidéo il y a je sais plus quand, je sais plus combien de temps, j'ai souvent du mal à entrer dans les univers de fantasy parce que c'est trop éloigné de la réalité. Donc je suis plus facilement attirée vers l'historique. J'ai été assez surprise par la taille du livre, je pensais que ce serait un énorme pavé, et en fait non, c'est très court, ça se lit vraiment très vite, et ça a été une très bonne lecture comme je l'espérais. Donc là en fait, dans ce premier tome, on va suivre l'histoire, enfin le règne de Philippe le Bel, donc ça se passe dans les années 1300, et comme je le disais, ça se passe sur la vraie histoire de France, donc les événements historiques sont réels. Du coup j'ai trouvé ça très intéressant parce que je connais à peu près rien à l'histoire de France, j'ai vraiment un problème de culture de ce point de vue là, et donc ça m'a permis d'apprendre un certain nombre de choses. Et en plus j'ai beaucoup aimé le style d'écriture, c'est un style qui est un peu ancien, qui peut paraître un peu désuet, mais justement ce côté désuet s'accorde très bien au fait que c'est un roman historique, donc ça met dans l'ambiance on va dire. Et puis c'est vraiment très bien écrit, c'est très fluide, il y a un très beau vocabulaire, etc. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'intensité aussi dans certaines scènes, que l'auteur arrivait à dépeindre très efficacement les émotions
émotions et les actions en fait. Donc il arrive à faire des scènes assez intenses sans s'égarer dans des longues descriptions. Du coup, le style est assez rythmé, c'est pas du tout un roman historique long à lire, au contraire, ça se rapproche en fait d'un roman contemporain au niveau de la rapidité de l'action. Donc du coup, voilà, ça m'a beaucoup plu. Et puis les personnages sont vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé le personnage de Philippe le Bel. Et puis c'est des personnages qui sont pas manichéens, il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Ils sont tous... Pardon, oui, j'ai souvent ce problème de me frotter le visage pendant mes vidéos, vous aurez sûrement vu. Oui, tous les personnages sont assez ambigus, assez ambivalents, donc ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça apporte plus de profondeur à l'histoire. Et donc, ben voilà, il y a 7 tomes en tout et je pense que je vais me procurer le tome 2 bientôt parce que là maintenant que je me suis lancée dans cette saga, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de la lire en entier, surtout que visiblement les livres, enfin je sais pas comment sont les autres tomes mais apparemment c'est des livres plutôt courts. Donc voilà, j'ai envie de me lancer là-dedans et de rester sur l'enthousiasme que m'a laissé ce premier tome. Donc voilà, je vous conseille vraiment beaucoup cette série. Et je pourrais pas vous faire une comparaison avec Trône de Fer vu que je ne les ai pas lus, mais en tout cas, Les Rois Maudits, ça m'a l'air très très bien. Ensuite, après ça, j'ai fait une petite lecture scientifique, donc pas spécialement par rapport aux études, mais juste comme ça. Donc en fait, c'est un magazine, c'est le magazine Découverte, donc qui est édité et vendu par le Palais de la Découverte à Paris, pour ceux qui connaissent. Et donc j'étais allée au Palais récemment pour voir l'exposition Poison, dont on voit d'ailleurs la publicité ici. Donc voilà, j'étais allée voir cette exposition et en sortant, j'étais passée par la boutique et j'avais acheté ce petit magazine-là parce que justement, dans le cadre de l'exposition, il y avait un dossier sur le thème du poison. Enfin, un dossier. Le terme est grand parce qu'en fait, c'est assez court. Ça fait que quelques pages et j'étais un peu agacée à la fin parce que j'avais pas vu, mais en fait ce n'est pas le dossier complet parce qu'ils nous disent en gros à la fin, attendez que je retrouve la page. Voilà, en gros ils terminent un paragraphe puis ils nous disent suite au prochain épisode apparaître dans un futur numéro. Donc en fait si on veut avoir la fin du dossier, il faut acheter le magazine d'après quoi. Donc j'étais un peu bon, ça m'a un petit peu agacée, mais enfin. Ce début de dossier en tout cas était intéressant, donc ça parle particulièrement de l'utilisation des poisons dans les romans d'Agatha Christie. Alors Agatha Christie, j'ai dû lire un livre d'elle il y a hyper longtemps, donc c'est pas du tout une auteure que je connais bien, mais néanmoins je trouvais ça intéressant qu'il y ait un lien avec la littérature dans leur dossier, que ça fasse le lien entre science et littérature. Et donc en gros là dans cette première partie on nous présente, donc on nous fait d'abord une petite introduction sur qu'est-ce que c'est qu'un poison, etc., qu'est-ce que c'est que le venin, tout ça. Et puis ensuite, on nous parle un petit peu d'Agatha Christie, de son histoire, comment elle en est arrivée à écrire, comment ça se fait qu'elle utilise autant les poisons dans ses romans. Et puis après, on nous présente en fait certains poisons qui sont utilisés dans ses livres. Donc là, par exemple, il y a l'exemple de la ricine, qui est apparemment assez utilisée dans ses romans dans le cadre de crimes, d'empoisonnement. Donc on nous explique ce que c'est que la ricine, en quoi c'est dangereux, etc., où est-ce qu'on la trouve. Et puis ensuite, on a l'exemple de la strychnine. Donc on voit ici une photo de l'arbre qui produit, de la plante qui produit la strychnine, et ensuite on a toute une explication sur la façon dont ça agit sur le corps humain, même sur le corps en général. Donc là vous avez le dessin de la molécule de la strychnine, et ici on a un petit schéma qui nous explique la façon dont ça agit sur le système nerveux et sur les muscles. Donc voilà, c'est bien expliqué, c'est très intéressant, mais du coup le truc n'est pas le truc. Le dossier n'est pas en entier, donc voilà, j'étais un petit peu déçue. Et puis, bon, je pense que j'achèterai quand même le magazine d'après pour avoir la fin. Et donc voilà, en tout cas, cette première partie m'a bien plu. C'est la seule partie du magazine que j'ai lue parce qu'après, on a plein d'autres sujets en fait. Dans ce numéro, ça parle aussi un peu de botanique, ça parle de mathématiques, ça fait un petit dossier sur le musée des Confluences à Lyon. Ça parle aussi de sous-marins, d'océans, de trous noirs, enfin voilà, ça parle de plein de trucs. Mais bon, moi j'ai uniquement lu la partie poison, peut-être que je lirai les autres dossiers plus tard, mais pour l'instant je me suis contentée du sujet qui m'intéressait le plus. Voilà, et donc maintenant je vais me lancer dans encore une lecture scientifique de loisirs. C'est un livre que je ne connaissais pas du tout, qui vient juste de sortir. Je suis tombée dessus à la librairie par hasard, encore une fois. Il s'agit de La science fait son cinéma, de Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer, et c'est aux éditions Le Bélial.
Donc voilà, en fait quand je l'ai vu sur les rayons, que j'ai vu le titre, je me suis dit c'est un livre pour moi quoi, forcément. Parce que j'adore le cinéma, j'adore la science, donc forcément là ça parle de l'utilisation de la science dans le cinéma. Donc c'était obligé que je l'achète en fait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça parle, donc ça se centre notamment sur les films de science-fiction et ça parle de films actuels, donc c'est pas que des vieux exemples sortis de vieux trucs quoi. Là, il nous parle par exemple de Ant-Man, de Interstellar, de Premier Contact, de Prometheus, Godzilla, etc. Du coup, il y a un certain nombre de ces films que j'ai vus, donc ça m'intéresse d'autant plus d'avoir des explications sur la manière dont la science est utilisée dans ces films. Et en fait, ça nous fait un petit peu le point sur est-ce que globalement ce qui se passe dans ces films pourrait se passer dans la réalité. Est-ce qu'on pourrait vraiment voyager dans l'espace comme ça? Est-ce que ce vaisseau extraterrestre pourrait vraiment fonctionner? Est-ce qu'il serait vraiment possible de rétrécir comme Ant-Man? Et si oui, qu'est-ce que ça impliquerait, etc. Donc voilà, c'est une analyse de plusieurs films un peu blockbuster sous un point de vue, enfin d'un point de vue scientifique. Donc ça a l'air super bien. Là, je viens juste de le commencer en fait. J'en suis au premier chapitre qui parle de Ant-Man. Et donc, je vais lire ça tranquillement. Et je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Et après ça, une fois que j'aurai fini La science fait son cinéma, je vais essayer de reprendre Born Free. Donc je m'étais arrêtée encore une fois parce que comme je vous le disais, c'est en anglais, j'étais un peu fatiguée, c'était un peu monotone, donc voilà. Du coup je l'ai mis en pause, mais en fait je me dis que je vais me faire quelques lectures de loisirs, puis je vais essayer d'avancer un peu celui-là, puis je vais me refaire quelques lectures de loisirs, puis je vais essayer de l'avancer encore, et je vais faire ça jusqu'à ce que je l'ai fini. Voilà. Donc du coup voilà, je vais l'avancer petit à petit. Alors après je pense pas que je vous le remontrerai à chaque fois, mais je pense que je vous le montrerai une fois que je l'aurai fini et pour vous faire mon avis définitif dessus. Voilà, oh mon dieu, 17 minutes. Donc c'est tout pour mes lectures dans ce moment. Et bien je vous souhaite de bonnes lectures à vous aussi, de bons visionnages. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!